pourquoi je trouve ça le fun de vous en parler, c'est qu'il y a des nouveautés là-dedans que vous n'aviez pas vues dans les calendriers des saisons précédentes. Entre autres, une formation, je vais vous présenter Mathieu tantôt, mais quelqu'un de son équipe vient nous parler de santé et sécurité au travail. Donc, quelque chose qui nous touche tous, ne serait-ce que juste comment on paie nos cotisations. Euh, Formation sur le membership la semaine prochaine aussi. Une de nos nouvelles formations en comptabilité sur le budgétaire, sur la politique budgétaire, l'environnement de contrôle. Donc, ça, c'est souvent demandé sur la partie plus gestion financière. Et la gouvernance 2.0. Finalement, particularité fiscale des organismes de bienfaisance aussi, qui fait partie des demandes qu'on a eues dernièrement là, sur des nouveaux contenus. Je vous invite après ça au prochain rendez-vous. Ce matin, on va parler de capital humain, mais la semaine prochaine, on va en reparler, mais avec une toute autre vision complètement différente. Aujourd'hui, on va être plus dans le savoir-faire et dans le rendez-vous de la semaine prochaine, on va être plus dans le savoir-être, donc ce qui touche les personnes au sein des organismes. La présentation, le vidéo, vous allez pouvoir rattraper tout ça dans la capsule vidéo qu'on va mettre en ligne sur notre chaîne YouTube, qui est rendue, si ma mémoire est bonne, à 160 capsules sur la gestion d'OBNL. Donc, on continue toujours avec nos contenus à chaque semaine. Chaque semaine, des nouveaux textes, des nouveaux outils, des nouvelles capsules vidéo. Donc, il y a du matériel pour vous aider. Notre plateforme d'offre d'emploi qui s'intègre justement dans notre thématique de ce matin au niveau du capital humain, nos communautés numériques dont je parlais, entre autres notre chaîne YouTube. Nos formations de webinaires, il reste encore une trentaine d'activités d'ici à Noël, incluant les événements numériques et aussi toute notre offre liée. Je vous rappelle qu'on a toujours nos résultats d'enquête sur la rémunération qui sont disponibles et qui sont en ligne pour le résumé exécutif, puis vous avez accès aux données complètes aussi si c'est nécessaire. Ce matin, la thématique de ce matin, elle s'intègre dans la partie en haut à droite, ressources humaines et bénévoles, mais elle va avoir un impact sur l'ensemble aussi de d'autres réalités que vous vivez dans la gestion de vos organismes. Pour parler de capital humain ce matin, j'ai la chance, le privilège et l'honneur de recevoir deux experts. Puis ces deux experts que je dois remercier, féliciter parce qu'ils sont quand même avec nous depuis quand même quelques années. Je vais vous les présenter brièvement, puis après ça, je vais les laisser se présenter en détail. Je reçois ce matin Caroline Maranda, qui est associée et directrice de pratique pour Via Conseil. Bon matin, Caroline. Bonjour. Et Mathieu Beaufort, qui est partenaire d'affaires associé et cofondateur de l'entreprise Impact Partenaire d'affaires. Bonjour, Mathieu. Bon matin. Caroline, je vais te laisser te présenter et ce que vous faites, puis un petit peu expliquer ce que tu fais avec nous depuis quelques années aussi. Bon matin, je suis très heureuse. Merci Stéphane pour l'invitation. Je suis très heureuse là, de pouvoir être avec vous ce matin. Via Conseil, on existe depuis une douzaine d'années. On accompagne essentiellement la plus petite organisation privée, mais beaucoup d'OBNL. En fait, les OBNL représentent plus de 60% de nos clients, donc des OBNL du communautaire, d'économie sociale, associatif, donc tout ça. Et on touche, je dirais, à plusieurs des aspects des ressources humaines là, qui nous permettent qui vous aident en fait à avoir des équipes qui sont performantes, qui travaillent bien ensemble, des employés mobilisés. Puis pour ça, on travaille beaucoup tout ce qui est la clarté des rôles, la clarté des conditions de travail, en élaborant entre autres des structures salariales. Donc, on fait beaucoup de rémunération. On a fait plusieurs webinaires, capsules avec Stéphane là, autour des pratiques de rémunération. Puis sinon, on accompagne beaucoup aussi les directions générales. J'ai deux anciennes DG dans mon équipe donc qui donnent du coaching aussi de gestion. On fait des diagnostics. Donc, on touche à plusieurs des facettes des ressources humaines. Alors, voilà, très heureuse d'être avec vous ce matin pour parler d'un sujet qui est probablement dans le top de vos priorités là, quotidiennes. Alors, merci. Je dois aussi il y a une petite chose que tu as oubliée, Caroline, dans les gabarits, tous les gabarits de ressources humaines qu'on a dans notre liste de templates gabarits, ça vient de vos outils. Là. Fait que, un gros merci pour ça. Mathieu, à ton tour. Bon matin tout le monde. Moi aussi, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin dans cette formule d'activité. C'est la première fois que je participe à une d'entre elles. Je suis bien content. En fait, je m'appelle Mathieu Beaufort. Je suis un intervenant au sein de l'équipe d'Impact Partenaire d'affaires qui a été fondée en 2017.
On est une entreprise de services et de conseils en gestion des ressources humaines. On fait, je dirais, pas mal l'ensemble de l'œuvre. En fait, notre organisation est découpée en 3 morceaux. Dans un premier temps, on fait beaucoup de diagnostics organisationnels, que ce soit en matière de climat de travail, d'efficacité organisationnelle, rôle et responsabilité, et dynamique interne. Donc, évidemment, souvent, on identifie dans la majeure partie de ces exercices-là, on identifie des enjeux en lien avec le capital humain et la gestion des talents. Dans une deuxième portion de notre offre de service, on fait beaucoup d'adaptation de pratiques de gestion, que ce soit en matière d'outils internes, de politique, que ce soit en matière de processus, que ce soit au niveau du recrutement, par exemple, de la santé, sécurité, la rémunération et toutes les facettes là, de la gestion des talents. Et en troisième temps, on prend en charge littéralement des interventions qui sont requises chez nos clients, que ce soit en matière de recrutement notamment, qui demande beaucoup de temps en ce moment, santé, sécurité, que ce soit les enjeux de conflits internes et tout ça. Donc, on adresse beaucoup ces enjeux-là. Pourquoi les OBNL? En fait, dans notre parcours de création d'entreprise, dès le début, on est tombé en amour littéralement avec la clientèle OBNL. On a fait beaucoup d'interventions dans le communautaire, dans des entreprises d'économie sociale, dans le niveau touristique, par exemple, et tout ça. Donc, on est littéralement très attaché aux enjeux des OBNL. Et on apprécie beaucoup travailler avec les dirigeants de BNL et leurs équipes parce qu'on sent qu'ils sont vraiment dedans quand on fait des interventions avec eux. Donc, c'est pourquoi on a développé toutes ces interventions-là auprès de BNL partout au Québec. D'entrée de jeu, j'ai une vingtaine de personnes qui ont ouvert la caméra. Bon, soyez félicités d'être venus à la lumière. On va laisser les autres à la noirceur. Juste en voyant à l'écran, là, si vous levez votre main, qui subit la pénurie de main-d'œuvre actuellement? Oui, c'est à peu près un petit peu plus que la moitié. Parfait. Parce que si je prends un petit peu du contexte qui amène à notre rencontre de ce matin, puis pourquoi on a décidé d'aborder ce sujet-là, on se rend compte que travailler ou s'impliquer, on va mettre les deux dans la même catégorie, là, c'est des relations humaines. On n'est pas dans une manufacture, on n'est pas dans une entreprise de camionnage, on est dans une entreprise, une organisation d'humains. Puis ça peut être à la fois source de bonheur, les relations humaines, mais ça peut être source de confrontation, ça peut être source aussi de cassage de tête. Ce que je veux faire avec les panélistes ce matin, puis je vais me garder aussi un peu de temps à la fin parce que j'ai une surprise pour vous. J'aimerais ça qu'on regarde premièrement les pourquoi on vit ces éléments-là, qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis qu'est-ce qui pourrait être des solutions aussi pour vous permettre d'être mieux équipés à l'interne avant même de faire appel à des consultants là, comme Caroline et Mathieu. Ma première question pour vous ce matin, qu'est-ce qui fait qu'on vit cette pénurie de main-d'œuvre-là dans les OBNL aussi, qui sont des milieux pourtant tellement stimulants. On est tous là presque bénévolement pour la cause. Caroline, je te vois hocher de la tête, je te laisserai commencer. Bien, c'est sûr que les enjeux de pénurie, ils ne sont pas exclusifs là, aux OBNL. On est dans un contexte économique et démographique qui est très particulier. Mais je dirais qu'il y a différents éléments qui font en sorte que, en tout cas de ce que nous, on peut observer, des causes, en fait, qui font en sorte que c'est peut-être des fois un petit peu plus présent dans les OBNL. C'est sûr qu'on est dans des petites organisations, donc on n'a pas nécessairement personne, ou en tout cas, c'est assez rare qu'on va avoir des spécialistes en ressources humaines. Donc, tout le volet un peu plus proactif de planification de la main-d'œuvre, de planification des besoins de recrutement, c'est plus rare que ces actions-là sont prises. Donc, des fois, on se fait un peu prendre au dépourvu et on se retrouve là, en l'espace de quelques semaines où on doit se retourner là, puis aller recruter. C'est sûr que sinon, souvent dans les causes ou dans les raisons qu'on va voir, comme on est un peu plus petit, on est des fois contraint de suivre un peu notre financement. Parfois, on n'a pas nécessairement une rémunération globale qui est toujours compétitive ou même juste claire face à nos employés. Donc, on n'a pas nécessairement des pratiques qui ont été documentées, présentées. Parfois, pas toujours non plus des perspectives de développement. Souvent, nos employés, ils veulent savoir ce qu'ils gagnent aujourd'hui, mais ils veulent aussi savoir ce qu'ils vont gagner dans 2 ans, dans 5 ans. Donc, des fois, ça, il y a moins de visibilité là, sur cette perspective-là de développement professionnel puis d'évolution de leur salaire.
Puis je dirais qu'un des éléments, ben, des fois dans certaines organisations, le climat ou l'atmosphère de travail ou la culture organisationnelle, des fois, il peut y avoir des défis ou des enjeux qui peuvent faire en sorte que nos employés ont les gens ont moins envie de joindre l'organisation ou vont décider de la quitter. Je dirais qu'en gros, là, c'est pas mal les causes que moi, là, j'identifie. Mathieu, qu'est-ce que tu rajouterais? On a déjà fait un bon portrait, là. Oui, mais il y a quand même tellement d'angles qu'on peut aborder quand on pense aux différentes facettes qui génèrent une pression sur les enjeux de main-d'œuvre dans les OBNL. C'est sûr que tous les gestionnaires que je rencontre dans ma pratique, puis vous en faites sans doute partie, on se rend compte ce matin, ont un souci pour donner à leurs employés une expérience employée intéressante et stimulante au sein de leur organisation avec les moyens qu'ils ont à leur portée. Caroline le disait, parfois, il y a juste une question quand on tombe à l'analyse de tous les éléments qui génèrent une expérience employée intéressante. Je pense que toutes les opportunités sont saisies au mieux qu'on peut. Par contre, qu'est-ce qui peut générer une pression sur la gestion des talents? Des pratiques qui sont parfois un peu de gestion, pardon, qui sont parfois un peu, qui ont accumulé un peu de poussière dans certains cas, qui méritent une réflexion à savoir est-ce que c'est toujours adapté aux besoins, aux souhaits, aux préférences du marché de main-d'œuvre actuel. C'est pas parce qu'il y a avant je disais il y a 10 ans, ça fonctionnait qu'aujourd'hui ça va fonctionner, mais je pense qu'il faut rapetisser le viseur aujourd'hui. C'est pas parce que ça fonctionnait en 2020 ou en 2019 qu'aujourd'hui, en 2023, ça fonctionne. De garder continuellement cette machine-là en place. On en parlait tantôt avant que vous entriez en scène, chers collègues. C'est sûr qu'il y a des éléments qui ont parfois été laissés de côté dans les organisations, pas juste les OBNL, les entreprises privées aussi ne sont pas exemplaires de ce côté-là. Mais la planification de la relève à tous les niveaux dans l'organisation, c'est pas quelque chose qui a été fait avec beaucoup de rigueur dans le passé. C'est pas une critique, mais évidemment, personne ne pouvait entrevoir que ça serait à ce point-là critique aujourd'hui. Il y a d'autres éléments qui viennent aussi interférer avec qui viennent générer une pression sur la main-d'œuvre dans les OBNL. Caroline le disait tantôt, c'est sûr que les pratiques de rémunération, vous faites ce que vous pouvez là, généralement avec ce qui est à votre portée. Par contre, des fois, c'est une question simplement de voir comment on peut, en consultant les employés, en offrir plus, parfois sans que ça coûte plus cher. Puis c'est là où est-ce que c'est un angle intéressant. Plein d'autres éléments qu'on peut nommer. Je sais qu'on va parcourir tout ça aujourd'hui, mais les opportunités de développement professionnel ou les opportunités d'implication ailleurs que dans ton champ de pratique, dans ton terreau de responsabilité, c'est pas toujours exploité. Donc, on pense souvent, c'est une petite organisation, j'ai pas d'opportunité de relève, j'ai pas d'opportunité de développement. Pourtant, c'est faux. Les projets peuvent être une opportunité de développement. Donc, dans un contexte où on doit faire plus avec moins, c'est parfois un élément. Puis peut-être, je dirais un dernier élément que j'observe, c'est au niveau des rôles et responsabilités qui sont parfois flous dans les organisations, particulièrement les plus petites. On est tous ensemble vers un objectif commun. Tu as bien dit Parfois, parfois, moi je dirais majoritairement du temps, dans les plus petites organisations, le rôle et responsabilités, là, Stéphane, tu as bien raison. Je pense que je minimise l'enjeu. En fait, parfois, c'est trop faible. Ben, je dirais que dans les 90% des diagnostics qu'on fait organisationnels, l'enjeu des rôles et responsabilités ressort tant quand on parle au DG qu'à ses employés. Donc, tout le monde voit que ben, mon rôle a un début, je ne sais pas trop où s'il finit. Puis mon collègue à côté, c'est encore pire. Donc, de l'autre côté, c'est un point que tu as raison, c'est particulièrement critique aussi. Donc, sans prendre trop de temps, là, c'est les différentes facettes là, qui interfèrent avec les enjeux de main-d'œuvre. On va approfondir certains de ces éléments-là, mais je veux juste rajouter certains éléments. Tu sais, cette semaine, vous avez tous été témoins dans l'actualité qu'on avait, on a le milieu de la construction qui est sorti en disant qu'on a besoin de plusieurs dizaines de milliers de travailleurs. On a Hydro qui nous dit qu'ils vont engager 35 000 travailleurs dans les... Et on sait que dans les prochains mois, années, on a plus de 100 000 retraités, de nouveaux retraités qui s'en viennent aussi dans les 5 prochaines années aussi. Fait que ce qu'on vit actuellement, on commence juste à le vivre pour les 10 prochaines années, là. On a tout le débat au niveau des seuils d'immigration aussi qui rentre dans cette ligne-là. Mais ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est que même si vous êtes dans une situation qui va bien, ça ne veut pas dire que cette situation-là va durer. Et à l'inverse aussi, si vous commencez à mettre des outils en place
je peux vous dire que ça va faire une différence parce que à travers les autres, puis peut-être qu'au lieu d'avoir des déficits de services de 25 vous allez être à 5 ou 10 là. Donc ça, je pense que c'est important de placer la table sur ces éléments-là. Je voudrais vous entendre aussi toutes les deux sur le fait que moindrement quand on fait des planifications stratégiques, on se rend compte que dans les planifications stratégiques, il y a souvent beaucoup d'éléments reliés à la mission, développement de nouveaux programmes, développement de nouveaux services, etc. Mais rarement, on va mettre à l'avant-plan le développement du capital humain dans une planification stratégique. Ça vient comme, OK, ben, il faut qu'on s'en occupe, mais ce n'est pas une priorité. J'aimerais ça vous entendre sur le pourquoi, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nos conseils d'administration, parce que vous êtes majoritairement des gestionnaires. Là. Je sais qu'il y a quelques administrateurs, là, mais qu'est-ce qu'on peut faire après ça pour ramener ça aussi sur le dessus de la pile comme discours? Puis je vais même ajouter un petit élément là-dedans, parce qu'on va parler, c'est le temps de parler de gouvernance, c'est la présence des comités de ressources humaines aussi, ou l'absence de la majorité des organisations qui n'ont pas de lieu ou d'espace pour avoir une discussion au conseil d'administration sur le capital humain. Mathieu, tiens, je vais commencer avec toi, je vais virer les rôles. Là. Puis ça me fait beaucoup réagir. Là, je pourrais faire une heure juste sur les enjeux de gouvernance, là, mais c'est parce que j'en observe tellement dans les OBNL, malheureusement, qui viennent restreindre de beaucoup la portée de tout le bon vouloir de différentes ressources, dont les dirigeants dans les organisations. Puis c'est bien malheureux. Mais pour répondre à ta question, puis continuer à échanger, notamment avec Caroline tantôt là-dessus, en fait, je dirais que au moins, les orientations stratégiques qui sont orientées sur le capital humain en font de plus en plus partie. Par contre, ça expose le fait qu'il ne faisait pas partie des préoccupations il y a ne serait-ce que 4-5 ans. C'est là qu'est le problème. C'est là qu'est la source même du problème. Donc, si on commence à s'en préoccuper de façon stratégique maintenant, c'est clair qu'on accuse un retard. On pouvait anticiper cette pénurie, cette rareté-là de main-d'œuvre il y a déjà un bon nombre d'années. Je dirais que j'en fais sans obliger. Les gens ne sont pas obligés, je les menote pas, là, mais je dirais que c'est une priorité que je me donne à chaque exercice de planif stratégique avec des équipes, des DG, des CA, d'intégrer au moins un axe, une orientation stratégique sur la gestion des ressources dans laquelle on va parler des ressources humaines. Parce qu'évidemment, les ressources financières sont au cœur de vos priorités aussi, matérielles parfois. Pourquoi ils ne font pas partie, c'est difficile à comprendre encore aujourd'hui, surtout que les missions de plusieurs OBNL au Québec sont orientées sur le service aux personnes, aux gens, qui sont desservis par des gens, des humains en arrière de ces missions d'organisation-là, en grande proportion, on va dire. Puis, on souhaite tous, les gestionnaires, sécuriser leurs prestations de services. Le financement est difficile, c'est pas évident. Mais ce qui fait en sorte d'aller accéder à du financement, à des projets, qui fait en sorte de sécuriser cette prestation de service-là ou encore de la développer, c'est les individus qui la constituent. En ce moment, on est dans un contexte où vous employez tous des professionnels, la majeure partie des professionnels qualifiés qui sortent plus en nombre suffisant des écoles, des collèges. Donc, c'est un enjeu profond. Il faut penser à les développer, ces compétences-là, au moins à l'interne, pour subvenir à nos besoins. C'est sûr que vous n'êtes pas des organisations qui donnent des diplômes. Par contre, au moins, j'ai vu dans ma pratique, dans les 3 dernières années, par exemple, dans certaines OBNL au niveau communautaire, des gens qui ont développé des sortes de parcours de développement interne dans le but d'aller au moins sécuriser leur prestation de service à travers des ressources, même si ça ne nécessitait pas un diplôme précis. Donc, on était capable d'aller chercher de façon transversale à travers des projets, des services, des compétences précises qu'il fallait développer, puis on trouvait des moyens de les développer à l'interne. On tombe dans le moyen, là, mais c'est clair que de plus en plus, ils en font partie. Par contre, c'est vrai que c'est pas suffisant. Caroline, j'ai le goût de je prends beaucoup de temps, je te laisse compléter. C'est correct. Ben, c'est sûr que moi, j'ai envie de penser que je pense que dans les dernières années, ça leur a eu ça de positif. Je pense que ça a quand même changé de façon assez drastique l'importance qu'on accorde aux ressources humaines là, depuis quelques années. Donc, j'aurais envie de penser qu'aujourd'hui, dans probablement plusieurs planifications stratégiques, on retrouve des composantes RH. Pourquoi on en avait moins avant? Ben, probablement par rapport à plein d'éléments. On est tous des humains, hein? Fait que des fois, naturellement, comme on est des humains, on pense qu'on comprend les humains puis qu'on est capable de les gérer adéquatement.
Donc, parfois, on a l'impression que naturellement, là, on sait quoi faire, mais ça reste quand même une expertise qui est quand même particulière. Je pense que les impacts sont plus long terme aussi. C'est plus difficile de le voir rapidement s'installer dans notre organisation. Donc, des fois, on ne peut pas s'en rendre compte, puis, oups, finalement, au bout de quelques années, là, vivre cet impact-là. Et ben, il y a quelques années, je pense que le coût de roulement, donc l'impact sur vos organisations de perdre une ressource, n'était pas du tout le même que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, puis je pense que vous le vivez probablement, là, mais tu sais, le coût de roulement de remplacer un employé, là, ça peut équivaloir à peu près, là, ça dépend du type de poste puis du contexte, mais des fois 2 à 3 fois le salaire de base pour quand on prend en considération les coûts de recrutement, le temps de recrutement, le temps de formation, des fois les pertes au niveau des services qui sont offerts. Donc, j'ai l'impression que vous le sentez probablement, puis que c'est devenu là, pas mal pour plusieurs organisations là, au sommet des priorités. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, moi, j'aurais envie de dire, on doit travailler sur peut-être 3 pôles là, rapidement. Là. Tout ce qui touche la clarté, je pense que ça, c'est important dans toutes ses formes. Le sens, puis c'est encore plus important, les gens que vous attirez chez vous, ils sont très généralement portés par le sens, la mission, et tout ce qui touche la reconnaissance. Puis ça peut être de la reconnaissance à travers de la rémunération, mais ça peut être aussi de la reconnaissance non monétaire. Donc, souvent, puis, tu sais, on peut rentrer là-dedans le respect, l'atmosphère. Donc, je dirais que déjà, là, on couvre pas mal d'éléments puis d'actions, là, potentiellement, qui peuvent avoir un effet positif là, sur vos équipes puis sur vos employés. Juste une petite réaction en 30 secondes. Ouais, Si tu permets, Stéphane, je dis toujours depuis plusieurs mois déjà que l'inertie, c'est plus une option. Parfois, on voit que la machine est difficile à partir, puis les gens, parfois, certains clients ou personnes avec qui je parle, partenaires, me disent j'ai l'impression de partir de loin. C'est pas grave. Il faut juste partir la machine. Il faut juste initier quelque chose. Puis une organisation avec qui on travaille déjà depuis 2 ans et demi, 3 ans, qui nous a contactés en plein cœur de la pandémie au début pour une politique de télétravail. Parce qu'évidemment, tout le monde a fait face à ces enjeux-là au début, qu'il n'y en avait pas, il n'y avait pas de matériel informatique, il n'y avait pas de virtualisation de la gestion documentaire, ils partaient de zéro. On a commencé à les doter de certaines affaires hyper pratico-pratiques au ras les pâquerettes. Puis on a terminé il y a à peine quelques mois déjà une planification stratégique dans laquelle il y avait une orientation complète sur le développement de la gestion des talents. Donc, ultimement, on est parti d'une politique de ressources humaines qui était, tu sais, les copies là, qui commencent à imprimer comme ça puis qui finissent sur le côté un peu, là, parce que ça fait longtemps qu'ils existent. On a parti de ça pour en finir avec une planète stratégique dans laquelle, sur 3 orientations globales, il y en avait une complète sur la gestion des talents. Donc, c'est pas grave d'où on part. L'important, c'est de se mettre en action. Je te laisse continuer, Stéphane. Ah, mais écoute, tu t'en vas un petit peu dans Une des raisons qui explique notre retard au niveau du capital humain, c'est aussi la bébite qui est l'aspect bénévole de la chose. Là. En étant géré par des bénévoles qui sont pleins de bonnes intentions, mais qui n'ont pas nécessairement des compétences reliées à la ressource humaine, on se rend compte que des fois, il y a des conseils d'administration où on ne valorise pas toujours la professionnalisation. Puis des fois, tu sais, je sais que Caroline a déjà parlé de cas de conseil d'administration qui étaient frustrés d'avoir des employés mieux payés que ce que les gens autour du CA reçoivent dans la vie de tous les jours. C'est sûr que quand on a ce type de comportement-là, ça va être difficile de progresser. Je vais mettre de côté un peu tout l'aspect gouvernance parce que je vais y revenir. Je veux vous entendre sur... Puis Mathieu, je t'ai ouvert la porte un peu. Avec les petites équipes, là, il n'y a pas de DRH, il n'y a pas de direction de ressources humaines, il n'y a pas de coordination de ressources humaines. C'est nos amis, les DG, qui doivent se taper ça dans bien des cas. Il n'y a souvent même pas de comité de ressources humaines. Fait que, si on prend, là, ce serait quoi les 2 premières actions à mettre en place sans attendre pour commencer, là, Caroline? Moi? Ben, c'est sûr que déjà, la première, tu sais, généralement, il faut d'abord répondre à nos obligations légales. Donc, je dirais que la première étape, c'est de s'assurer d'avoir les politiques qui sont réglementaires, fait que, au niveau de la santé et sécurité, du harcèlement, de la violence conjugale, la loi 25, que vous avez probablement entendu parler. Donc, c'est sûr que, bon,
d'abord et avant tout, je dirais que ce serait la première étape. Sinon, ben, tout à l'heure, Mathieu en parlait un peu. C'est vrai qu'autour des rôles, c'est souvent une des premières choses qui est faite dans les organisations, c'est de s'assurer que les rôles sont clairs. Mais je dirais plus que ça. Souvent, on a des descriptifs de poste, puis les gens vont nous dire, oui, oui, c'est clair, j'ai un descriptif de poste. Mais souvent, c'est surtout au niveau des processus décisionnels ou des processus organisationnels que là, on voit des fois les tensions. Fait que l'endroit où les zones de convergence ou entre deux postes, c'est souvent là il y a un manque de clarté. Donc, des fois, peut-être de cartographier vos processus ou de vous entendre à savoir qui approuve telle décision, puis jusqu'à quel point on peut avoir de la latitude par rapport à telle ou telle chose, au-delà de faire la liste des responsabilités. Là. Je dirais que si j'avais à en nommer juste 2, je commencerais par celle-là. Mais il y en a d'autres, évidemment. Il y en a d'autres, mais la nature même de l'OBNL, tu sais, la PME, très souvent, on va avoir un entrepreneur à la tête qui prend ses décisions, puis c'est un one-woman ou un one-man show, tandis que là, on est dans une entreprise, une organisation avec une prise de décision collective. Fait que si on n'est pas nécessairement habitué à ce que les décisions soient partagées entre les employés, la direction et le conseil d'administration, puis même des fois, il va y avoir des comités supplémentaires qui vont avoir leur nom à dire, ça peut affecter ou ça peut créer des frustrations parce qu'on ne comprend pas le processus. Là. Puis toi, Mathieu, tes deux choses à mettre en place rapidement. Ben, il y en a une que j'ai le goût de faire du pouce sur ce que Caroline disait, parce que c'est vraiment pertinent. Quand on fait l'analyse de ces rôles, ces responsabilités-là à l'intérieur de l'organisation, pas oublier celui du responsable ou des responsables. Puis, tu le disais, faire du pouce sur toi, sur ce que tu disais aussi, Stéphane. J'en vois encore beaucoup, malheureusement, que tout est concentré au niveau de la tête dirigeante ou des têtes dirigeantes quand c'est en co-gestion. Je dirais, de contaminer le reste de l'équipe de certaines responsabilités. Je dirais que ça fait partie des affaires, des éléments qu'on met de plus en plus en place pour ne serait-ce que mobiliser les gens qui sont là. Donc, leur en donner un petit peu plus, c'est mobilisant généralement. Dégager un peu de temps chez les dirigeants pour qu'ils se consacrent davantage aux enjeux les plus importants à leurs yeux. Puis là, je peux pas les identifier pour eux, les enjeux les plus importants, mais généralement, 3 fois sur 4, la gestion des talents est au cœur. Puis ils vont me dire, c'est 80% de ma semaine que je passe à adresser des éléments, régler des problématiques, juste simplement me préoccuper de comment mes gens vont. Donc, ultimement, aujourd'hui, c'est sûr que si on passe 80% de notre temps en reddition de compte ou en rédaction de demande de financement, on ne se consacre pas au talent à l'intérieur de l'organisation. Malheureusement, je ne dis pas que c'est pas important, c'est important. Par contre, comment on peut s'aider mutuellement pour aller chercher le pouvoir de se dégager du temps. Pour répondre aussi à ta question sur les 2 éléments clés, j'adore ce que tu disais, Caroline, au moins adresser les éléments légaux, la base, tout ça, de se doter aussi d'outils, de processus un petit peu plus documentés. On n'est pas obligé d'en arriver avec les processus, excusez l'expression, mais red tape des grandes organisations où le formulaire passe 13 bureaux avant d'être signé, c'est pas ça le but. Là. Au moins de structurer nos façons de faire afin qu'il y ait un petit peu moins d'improvisation quand une situation se présente. Qu'on sache un peu mieux comment s'y prendre. Qui fait quoi? Il y a un départ dans l'équipe. Qu'est-ce qu'on met en place? On embauche quelqu'un. Qu'est-ce qu'on met en place? On a à notre portée les affaires qu'on a besoin. Et dès le jour 1, faire en sorte qu'on se dote d'une vision claire de comment on veut faire vivre l'expérience employée dans notre organisation. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte pas. Une fois que la personne est embauchée et elle fait le choix de travailler chez vous, comment vous voulez faire vivre quelque chose de distinctif? Que ce soit dans les relations, que ce soit dans la façon de jouer ton rôle, dans les projets que tu vas piloter, dans l'autonomie que tu auras, dans ta façon de faire rayonner l'organisation, ça ne coûte rien, ça. Puis au final, je comprends que les enjeux de financement sont au cœur de tout ça. Puis vous avez parfaitement raison que je ne sais plus qui disait dans le chat que l'argent est toujours le nerf de la guerre. Je suis 100% d'accord avec vous. Mais au moins, une fois que la personne a choisi de travailler chez vous, qu'elle accepte votre offre salariale, votre offre de rémunération globale, vous avez tout en place pour faire en sorte de lui faire vivre quelque chose, de faire vivre quelque chose de distinctif. Puis n'oubliez jamais en conclusion qu'aujourd'hui,
l'attraction de talent, c'est une question d'image, c'est une question de communication, c'est une question de marketing. Donc, ce que vous avez l'air de l'extérieur, puis ce que vous avez l'air à l'intérieur, il faut que ce soit conséquent. Puis, ultimement, ne négligez jamais ce que vous... J'ai justement, l'organisation que je vous parlais tantôt, là, une de ces orientations stratégiques était de revoir toute sa façon de projeter l'extérieur. Donc, ils ne sont plus actifs à l'interne, ils le font à travers leurs responsabilités partagées au niveau des réseaux sociaux. Ils se sont créés des petits visuels, puis ils ont une image de marque un peu revampée. Ça ne leur a pas coûté 25 000 $. Là. Ils ont juste investi avec les compétences et les outils qu'ils ont à leur portée. Puis aujourd'hui, quand ils ont recruté un intervenant famille récemment, ils ont eu 35 CV. Il n'y en avait peut-être pas 35. Bon, là, mais ils ont quand même été capables de recruter. Donc, ultimement, je trouve que c'est des éléments qui sont cruciaux aujourd'hui, qui sont à votre portée. Donc, je pense que ce serait ça, Stéphane, de mon côté. Ah, puis j'aime ce que tu amènes parce qu'il n'y a rien de pire que de voir une offre d'emploi, puis tu cliques sur le site Internet de l'organisation, puis on est encore dans un visuel mauve et jaune des années 80. Tu as ton premier feeling par rapport à l'organisation, c'est déjà poussiéreux dans ton premier contact. Souvent, on met le côté, la marque, parce qu'on se concentre, on dit, hey, nous, il faut maximiser ce qu'on donne aux usagers. On est souvent dans cette dynamique-là, de toujours vouloir donner plus à notre clientèle. Puis souvent, ben, on est démembré un peu, tant au niveau des ressources qu'au niveau de l'apparence, de la marque, de ce qu'on reflète aussi. Là. Puis, veut pas, les marques, les organisations qui sont à la mode sont celles qui ont. Puis je dis à la mode, puis c'est pas positif ou négatif, là. C'est très souvent relié à une question de réputation locale aussi, là. Puis ça fait une grosse différence au niveau de tout ce qui s'appelle la mobilisation, puis le recrutement en fait partie. D'ailleurs, on parlait de ressources, d'ailleurs, tu sais, les 3 dernières années, là, on a eu 16 d'inflation. Puis ça continue à augmenter, là, on se dirige vers, je sais que la date, on est à 3,8, on se dirige vers un 4 cette année. Comment on va faire ou comment on peut faire pour atténuer l'effet que ça va avoir? Puis, soyons conscients, là, je ne sais pas, moi, j'essaie d'être réaliste, là, je ne pense pas qu'on va avoir aucun programme qui va avoir une indexation qui va suivre l'inflation, s'il y a des indexations dans les programmes. Fait qu'au-delà de se dire, ben, il faut que le gouvernement paye plus, parce que finalement, c'est tous et chacun qu'on paye plus, quels seraient les effets ou les éléments qu'on pourrait mettre en place pour atténuer ça, et comment est-ce qu'on se démarque aussi pour la compétitivité par rapport principalement là, au milieu public et au milieu privé? Là. Caroline, qui est notre experte en Rémun, là. Ben c'est sûr que... Quelquefois qu'on a cette discussion-là ensemble. Oui, ça fait souvent qu'on l'a, mais ça me fait plaisir parce que je le sais que ça fait partie de vos grandes questions. Ben, je dirais, j'aurais envie de commencer avec une première chose. Je pense qu'en termes de rémunération, déjà, il faut partir avec l'idée qu'on travaille souvent une question de perception, OK? Et donc déjà, un peu dans le sens de ce que Mathieu disait, mais la perception positive ou la perception d'avoir l'impression d'avoir un salaire qui est juste et équitable, ça part de 3 éléments qui jouent un petit peu sur la perception. Le premier élément, c'est d'avoir l'impression que la nature de ce qui est offert est équitable. Donc, bon, ultimement, on tient compte de notre rôle, qu'on tient compte de notre contribution. Ça peut être basé, ça peut être un des éléments qui fait qu'on va avoir l'impression que c'est perçu comme étant juste. L'autre élément qui est quand même un élément sur lequel vous avez du contrôle, c'est la perception que le processus est objectif. Donc, dans quelle mesure les décisions sont prises sur une base objective? Et aussi, le dernier élément, c'est comment ces informations-là sont transmises. Parce que des fois, j'entends, bon, ça peut être un courriel ou un appel 2 minutes un vendredi après-midi ou, tu sais, la façon qu'on va communiquer l'information va avoir quand même une incidence sur la perception d'équité. Donc, si je vous ramène un peu, puis je pense qu'un des éléments sur lesquels vous pouvez beaucoup travailler, c'est le processus en soi. Donc déjà, moi, ce que je vous encouragerais peut-être à faire, c'est déjà d'avoir une réflexion autour de votre rémunération globale. Parce que oui, il y a le salaire, inévitablement, c'est ce qui paye l'épicerie, l'hypothèque, c'est important, mais il y a aussi toutes les autres conditions et avantages complémentaires qui sont vraiment importants.
Puis là où je vous dirais que d'une certaine façon, comme organisation, des fois, on peut presque plus se démarquer, puis au niveau des conditions que plus sur le salaire. Parce que, bon, 40 000 à un endroit, 40 000 à l'autre, c'est du pareil au même. Mais au niveau des conditions de travail, parfois, on peut être très créatif, puis on peut vraiment se distinguer, puis des fois, à moindre coût. Donc, comment on peut être... peut-être d'aller chercher des données de marché, vous comparer avec votre secteur d'activité. Il y a l'enquête d'OBNL+, entre autres, d'aller chercher des données qui sont objectives pour sortir de la perception. Aussi se mesurer au niveau de nos autres conditions de travail, parce que souvent, dans beaucoup d'OBNL, vous êtes très, très, très généreux quand même au niveau des congés, vacances, allocations. Donc, je pense qu'il faut quand même prendre en considération tous ces éléments-là. Puis de aussi valider chez vos employés c'est quoi réellement qui est le plus important pour eux. Parce que des fois, on peut avoir investi beaucoup d'argent, de ressources dans certaines conditions de travail qui, au final, ça sont peut-être pas si importantes que ça pour vos employés. Puis on le sait, c'est des vases communicants. On a un budget X, Y, Z pour l'ensemble de nos conditions. Donc, l'idée, c'est d'être capable de les allouer au bon endroit, de peut-être avoir une réflexion aussi par rapport à la démographie puis au statut de vos employés. Peut-être qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous aviez des jeunes qui étaient en appartement, pas d'enfants, puis là, oups, on se retrouve avec des gens avec des familles ou qui se rapprochent un peu plus de la retraite. Bien, nécessairement, les besoins, les priorités changent, puis il faut être capable de s'ajuster par rapport à ces éléments-là. Donc, ça, c'est peut-être la première chose. Après ça, je vous parlais de perspective. Donc, c'est sûr que d'avoir des outils de rémunération, des échelles, des politiques, puis que les gens puissent savoir non seulement combien ils gagnent aujourd'hui, mais à quoi ils peuvent s'attendre dans 2 ans, dans 5 ans, ça peut les rassurer puis leur donner un espoir que leur condition va quand même s'améliorer. Sinon, dans les petites stratégies peut-être un peu plus concrètes pour dire, comment vous pouvez ajuster votre offre de rémunération globale pour que l'impact sur votre organisation soit un petit peu moins grand? Peut-être une des choses, des fois, on peut commencer à l'embauche un petit peu plus bas, le salaire un petit peu plus bas, mais faire des progressions ou des ajustements salariales plus rapides. Peut-être qu'après 3 mois ou après 6 mois, si la personne répond aux attentes, si le niveau de contribution est là, on va être plus confortable d'offrir un salaire plus élevé parce que les compétences vont avoir été démontrées. Puis pour vous, ça représente un moins grand risque parce qu'évaluer les compétences de quelqu'un dans le processus de recrutement, c'est pas toujours facile. On se fie à une entrevue, on se fie à un CV, puis des fois, on se trompe, puis on surévalue certaines compétences. Ça peut être une des choses. Peut-être aussi, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient des structures à échelon. Des fois, vous faites des très gros bons entre chacun des échelons. Des fois, je vois du 4 ou du 5 % par échelon. Peut-être qu'il y a moyen pour vous d'étirer votre échelle salariale sur plus longtemps. Donc, on part au même endroit, on finit au même endroit, mais on progresse pendant peut-être plus longtemps. Certaines organisations, dans les dernières années, ont réduit les semaines de travail, donc ils ont maintenu le salaire annuel, mais au lieu d'être à 37h30 ou à 35 heures, on est passé à 32 heures. Ça a quand même effet de rehausser les salaires, les taux horaires, sans nécessairement avoir un impact sur votre marché, sur votre masse salariale. Puis, peut-être penser aussi en termes d'efficacité. Donc, c'est sûr que si vous avez un petit peu moins de ressources ou vous partagez des ressources avec d'autres organismes, ça vous donne un petit peu plus de latitude pour être capable de rehausser les salaires. Donc, je commencerai par ça comme proposition. Mathieu, moi, j'ai une autre question pour toi, là. Caroline a quand même bien pouvoir, là, mais qui est un peu en lien avec ce qu'elle vient de dire, là. Les OBNL, là, il y a une culture des heures supplémentaires qui est à changer. Tu sais, tu te fais embaucher, puis on finit par te dire après quelques semaines, écoute, ici, là, tu es payé 35, mais il faut que tu en fasses 50. Puis on prend ça comme acquis dans certains milieux, puis je ferai le tour des DG, là, puis c'est leur réalité dans bien des cas. Puis eux le font, mais quand ils veulent embaucher ou quand ils veulent aller vers ce modèle-là avec les employés, surtout avec des nouveaux bassins de main-d'œuvre où la conciliation travail-famille est devenue plus importante, ça ne marche plus ce modèle-là, dans de payer 35 puis d'en faire 50. Là. Je suis curieux de t'entendre, Mathieu, sur ce qui est à apporter comme solution, à la fois pour en sortir, mais à la fois aussi pour être plus réaliste, parce que ça
ça va avoir un impact sur la main-d'œuvre totale que tu vas avoir besoin pour livrer tes produits et tes services. Oui, il y a différents aspects dans ce que tu nommes, puis j'aurais quelques T'écoutes. pistes aussi en lien avec la question précédente. Tantôt, des idées qui me sont venues en écoutant Caroline, c'était super pertinent ce que tu disais, en lien avec en fait, avec ta question, Stéphane, il y a un premier élément que je dis à tous les DG ou à tous les responsables dans tous les secteurs des OBNL, même dans les PME, c'est pareil. Qu'est-ce que tu projettes sur tes employés? Parce qu'il y a la culture qui est en fait dans l'organisation où tout le monde le fait parce qu'ils ont envie de le faire. Ça, c'est une chose. À la limite, c'est pas tant un problème. Si les gens ont envie de le faire, travaillez plus que ce qui est demandé. Par contre, de par votre charge de travail, puis de par vos employés vous regardent continuellement, ils vous voient vous démener de façon totale et complète, vous leur envoyez des courriels à des heures pas possibles parfois, même d'être obligé des fois de les contacter à des moments un petit peu qui sortent de l'ordinaire. C'est sûr que dans une situation comme on vit en ce moment, le marché de main-d'œuvre a énormément changé. Et la perception, en fait, je dis pas la perception, l'importance que les jeunes travailleurs accordent au travail, il faut se rendre à l'évidence. Elle est devenue, j'allais dire secondaire, là, mais dans certains cas même tertiaire. Donc, c'est pas juste, en fait, on n'est plus dans un régime où le travail, c'est la priorité. Donc, on n'obtient aucune sensibilité à l'effet que le souhait, c'est de se dépasser continuellement. Pour en arriver à se trouver un équilibre là-dedans, je pense que c'est de commencer à s'orienter davantage vers une gestion orientée vers les résultats d'abord. C'est pas une question de combien d'heures tu travailles, c'est qu'est-ce que tu me livres comme qualité, qu'est-ce que tu me livres comme dans les délais qui est attendu, comme prestation de service, comme client rencontré. Prenez les métriques que vous voulez selon le rôle qui est amené. Je pense que ça amène une réflexion au cas par cas en fonction des différents rôles dans votre organisation. Puis je pense qu'il faut être de plus en plus ouvert, bien que ça peut choquer parce qu'évidemment, on n'a peut-être pas grandi professionnellement dans ce régime-là, au fait que un employé qui vous fait 32 bonnes heures, alors que normalement, il devrait être payé 35, travailler 35, mais qui livre la même prestation de travail que quelqu'un qui vous en fait 44, il faut que ce soit dans une certaine façon équitable à vos yeux. En fait, c'est choquant d'entendre ça. C'est dans un contexte où est-ce que le travail n'a plus la même réalité. On est dans des bureaux, on est dans des organismes où on rencontre des gens. Certains sont à distance, donc on les voit même pas. Qu'est-ce qu'on peut mesurer? On peut juste mesurer la qualité de la prestation de travail. Je pense que si on met un peu plus d'énergie là-dessus, on va arrêter de se préoccuper du nombre d'heures dans le fond de la feuille de temps. Parce qu'entre vous et moi, là, les employés peuvent même vous compléter une feuille de temps. Ceux qui sont en télétravail partiel ou complet là, peuvent bien écrire ce qu'ils veulent dedans. On va se dire les vraies affaires. L'important, c'est ce qui sort de cette prestation de travail-là. Je pense qu'il y a beaucoup de ce qu'on dégage, puis j'accompagne plein d'organisations où les DG, les coordos, les agents de développement développent énormément de projets. Les gens sont déterminés à contribuer, sont mobilisés. Ils vous en donnent bien plus que ce qui est demandé, naturellement, parce qu'ils sont mobilisés. Puis c'est un contexte qui est, en plus, qui génère une fidélisation des ressources à travers ça. Donc, moi, je trouve que c'est une question profonde que tu amènes, Stéphane. C'est une question de culture organisationnelle, mais c'est une question presque de culture du travail à travers. Ça ne se change pas du jour au lendemain. On se valorise énormément encore par notre taux d'occupation, malheureusement, pour certains. Puis ça fait en sorte qu'on se crée des comparables qui sont parfois même malsains. Donc, ultimement, c'est quelque chose qui est culturel. Donc, ça va prendre plusieurs années, voire des dizaines d'années pour que ça change complètement. Si tu me permets, je ferais peut-être juste un petit retour vers l'intervention de Caroline tantôt parce que c'était trop pertinent. J'ai deux exemples très, très probants à vous amener. Puis un cas de façon hyper express parce que le temps file. Un cas de progression de structure salariale rapide. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut se rendre à l'évidence aussi qu'il faut savoir quel est votre public cible en termes de talent. Si vous employez des jeunes intervenants, j'ai un cas d'une maison de jeunes qu'on accompagne depuis longtemps,
Bien, ils ont fait le pari, et ils ont fait le constat, mais aussi le pari de se créer une structure salariale à progression rapide parce qu'ils savent que c'est des jeunes intervenants qui viennent passer 1 à 5 ans chez nous. S'ils travaillent chez nous 5 ans, c'est tout un accomplissement. Ils viennent chercher leurs premières expériences. Ce sont des jeunes professionnels, donc on veut les faire progresser rapidement pour qu'ils puissent rester chez nous longtemps. De l'autre côté, certaines organisations où on valorise beaucoup les livrables, puis la qualité de la prestation de service, puis la mobilisation à travers ça, on établit des structures à contribution. Quelqu'un qui m'en donne plus, je le fais progresser plus vite. Quelqu'un qui livre sa prestation, je le fais progresser régulièrement, sa prestation de service, puis c'est lié à une évaluation qu'on en fait comme dirigeant. Puis à la fin, ce que Caroline disait que je trouve absolument approprié, c'est qu'aujourd'hui, dans le fond, on est vendredi, en plus, de la labade bleue pour tout le monde. Ça ne marche plus au niveau des avantages sociaux, au niveau de l'offre de rémunération globale. Ouais, Caroline le disait, elle a parfaitement raison. Là, 49 000 à quelque part, 51 000 à côté, dans l'organisme d'à côté, c'est la même affaire au final, c'est à peu près. Par contre, ce que vous amenez comme avantage, que ce soit pécunier ou non pécunier, de mener une analyse de cette offre de rémunération globale-là et du coût réel que ça a pour l'organisation, va vous permettre de savoir qu'est-ce qui vous coûte quoi, puis qu'est-ce que les employés, à la fin, quand vous leur demandez, veulent vraiment. Puis ultimement, vous pouvez même aller jusqu'à leur laisser l'arbitrage, leur faire l'arbitrage de certains choix, ceux que vous choisirez bien, là, entre deux types d'avantages, par exemple, les consulter de cette façon-là, afin de leur offrir à tous une offre équitable, mais en même temps personnalisée. Donc, on a la chance, à quelque part, d'aller chercher quelque chose qui est important, qui nous tient à cœur. Donc, je tenais à réagir parce que c'était parfaitement aligné sur notre vision aussi de la réunion globale, puis je tenais à amener ces deux exemples-là. Merci à vous deux. Écoutez, j'avais promis une petite surprise à tout le monde. Je vous écoute. J'espère que les gens qui sont en salle retrouvent des idées. L'équipe, on a décidé de travailler sur une façon d'envelopper tout ce que vous venez d'entendre depuis 45 minutes, presque 50 minutes. Et on vous a préparé un parcours pour améliorer les conditions de travail en OBNL. Ce parcours-là va être sur une durée de 8 semaines. Vous avez les dates, donc il va commencer le 24 janvier puis il va se terminer le 20 mars. On va avoir 8 activités. Donc, c'est un package qu'on vous a préparé. Il y a 2 formations. Il y a une formation que je donnerai sur la gouvernance d'OBNL et Caroline va donner une formation sur la rémunération globale. Il va avoir aussi une formation sur le financement d'OBNL parce que vous avez tous ou presque tous dit à un moment donné dans nos différentes consultations que vous aimeriez en donner plus, mais qu'à un moment donné, vous êtes limité par votre financement. Sauf qu'on se rend compte, puis je ne sais pas si vous avez entendu parler de la lettre d'opinion qui est sortie dans le Devoir dans les dernières semaines, mais que la capacité gouvernementale de payer, on va arriver à une limite, mais les besoins vont continuer à augmenter. Fait qu'il faut adresser les autres sources de financement dans notre OBNL. Fait qu'on va avoir une formation là-dessus. Et aussi, vous allez avoir accès à une formation en ligne sur la marque employeur, donc un des aspects dont Caroline et Mathieu ont parlé tantôt. On veut ce parcours-là très pratique. Donc, on a rajouté 2 activités d'intelligence collective. Donc, une sur les idées de revenus applicables à votre organisation et l'autre sur les éléments, justement, de rémunération qui peuvent être ajoutés, mais qui ne seront pas salariales, donc sur les conditions de travail. Et on termine chacun des modules avec des ateliers d'intégration avec les formateurs qui sont là en guise d'experts. Donc, je pense que on a lancé ça la semaine passée un peu en douceur. On vous le présente aujourd'hui. C'est un parcours qui va être dans un horizon, là, on a une date limite, là, je n'ai pas exactement la date limite, là, à 799 $ jusqu'à la date limite. Puis, entre la date limite et le début de la réalisation, le 24 janvier, on tombe à 899 $. Là. On a quand même maximisé là, la tarification, là, parce que vous avez quand même 8 activités, c'est quasiment 100 $ par activité. Là. Je pense qu'en termes de package, c'est vraiment intéressant. Ce qu'il faut aussi réaliser, c'est qu'il y a une portion dans ce programme-là qui est basée sur l'application tout de suite. On est sorti un petit peu de la démarche purement formation qu'on offre normalement pour aller vers une démarche aussi qui s'accompagne d'activités
vraiment d'assimilation du contenu et de développement collectif. J'espère vous y voir en grand nombre. On a un certain nombre minimum pour pouvoir partir le projet. On espère l'atteindre. On a déjà des ventes qui sont rentrées. Il y a déjà des gens qui sont inscrits. On est vraiment, je pense que l'équipe était vraiment très fière de ce produit-là. On est content aussi d'offrir quelque chose qui, globalement, là, je pense, Caroline et Mathieu, si je ne me trompe pas, là, il y a 80% de tout ce qu'on a dit ce matin qui va se retrouver, qui va être abordé en détail dans les différentes activités là, qu'on livre là. Puis je reviens sur le fait que tout le monde amène le financement comme étant le premier problème, mais en même temps, je pense qu'on a vu que c'est des fois un petit peu plus complexe que ça. Il nous reste quelques minutes, voir s'il y a des questions. Il n'y a pas tant de questions que ça. Je vois surtout des gens qui nous parlent de leur comme quoi ils ont abonné leurs gens à des nouvelles pratiques. Il y en a une dernière que je voudrais vous poser avant qu'on parte, qui est un peu différent de ce qu'on a parlé à date, là. Je veux qu'on parle des conflits interpersonnels. Ça existe, c'est fréquent. Mais je veux qu'on regarde qu'est-ce que l'organisation dans sa structure, dans ses pratiques, peut mettre en place pour diminuer ces conflits interpersonnels-là. Caroline? Wow, ça, c'est une question. Puis honnêtement, moi, depuis quelques mois, je pense que on le sent de plus en plus dans les organisations. Là, c'est tendu, il y a beaucoup de conflits. Je pense que, bon, de un, il faut comprendre d'où ça vient, idéalement. Puis moi, j'identifie peut-être 4 sources de conflits, des conflits de valeurs, des conflits de personnalité ou des conflits plus culturels. Des conflits autour de la clarté, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, clarté des rôles, des processus. Des fois, certains conflits qui sont peut-être plus de nature plus proche de la civilité ou de l'incivilité, là, donc peut-être des règles de code de conduite ou de respect, là, peut-être à clarifier. Puis certains conflits qui peuvent émaner là, du style de gestion ou de communication, parce que bon, c'est sûr que malgré tout, il y a beaucoup de directions générales qui ne sont pas nécessairement à la base des gestionnaires. Donc, parfois, il y a un petit peu, certains peuvent être maladroits dans leur façon là, d'aborder leurs équipes. Donc, je dirais que c'est pas mal autour de ces thèmes-là, ce que nous, on voit. Donc, ça peut passer à travers de la sensibilisation, à travers de la formation. Ça peut, bon, clarté, je pense qu'on en a beaucoup parlé. Des fois aussi, comme équipe, de rassembler nos gens puis de se fixer, si on veut, des règles de conduite ou un genre de code de conduite ou d'être capable de travailler. Moi, souvent, je discute avec des clients, puis tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens dans des organisations ou peu importe où qui vont dire, ben moi, pour moi, le respect, c'est pas important. Hein? C'est pas quelque chose d'important dans mon auto-organisation. Habituellement, c'est pas mal important pour tout le monde. Mais la définition que moi, j'en ai du respect et que mon collègue en a du respect, souvent, ça peut être assez différent. Donc, de plonger là-dedans puis de dire, ben qu'est-ce que moi, je considère comme respectueux ou irrespectueux, ça vient parfois à travers des styles de personnalité aussi, de prendre conscience des styles de personnalité au sein d'une organisation, puis de voir comment parfois ça peut être très confrontant, puis parfois on essaye de se comprendre, mais on n'y arrive pas. Donc, puis bon, au niveau des styles de gestion, ça peut être possible que ça passe à travers du coaching, entre autres aussi. Donc, je dirais ça. En fait, pour faire du pouce sur ce qui est déjà nommé, je pense que déjà d'établir toutes les courroies de transmission d'informations de façon fréquente, récurrente, puis de les respecter, c'est déjà une façon de prévenir. Malheureusement, avec le rythme où vont les choses, on n'a pas toujours l'occasion de respecter tant les rencontres individuelles statutaires avec les employés que les rencontres d'équipe, soit en sous-groupe ou en grand groupe. Puis leur fréquence, malheureusement, laisse à désirer parfois. Donc, de ne pas avoir l'information, de ne pas avoir la possibilité de ventiler avec son boss, ça amène des fois des tensions de façon directe et on est obligé de réagir au lieu de les prévenir à ce moment-là. Et je dirais, mettez en place aussi une structure pour adresser les irritants d'une certaine façon. Donc, que les gens sachent que la porte est ouverte, et pour être en mesure d'adresser ne serait-ce qu'un irritant qui peut paraître banal à première vue, puis de simplement normaliser le fait de nommer cet irritant-là à son patron, à son collègue. Donc, je pense que c'est une façon de s'y prendre qui est très, très, très préventive. Puis je dirais la dernière, surtout si on s'adresse aujourd'hui à des dirigeants,
d'éviter de laisser traîner les choses. Quand quelque chose vous est rapporté, c'est la clé. En fait, c'est une obligation, même si c'est une situation qui peut s'apparenter jusqu'à du harcèlement, puis ça commence toujours par des conflits qui peuvent paraître mineurs, là. Puis à toutes les interventions qu'on a faites de cette nature-là, ça a toujours commencé par j'ai entendu des affaires, mais je pensais pas que c'était sérieux de même. Mais c'est l'enjeu étant là, si on adresse la situation dès son émergence, dès sa parution, on a beaucoup moins de chances que ça dégénère. Donc, je dirais que prendre action, c'est crucial. Je disais, c'est même une obligation légale. Mais ça passe par des pratiques de communication généralement pour éviter les prévenir, ces situations-là. Donc, en gros, il n'y a pas de recette parfaite, c'est une grosse... Puis normaliser le fait d'avoir des conflits dans votre organisation, c'est normal, là. C'est normal d'avoir des frictions. On passe 35 heures ensemble, 40 heures, des fois plus, comme on disait avec Stéphane tantôt. C'est normal d'avoir des frictions. Il faut juste être capable de les adresser quand ils se présentent. Euh, Virginie pose une question intéressante, puis je vais aller un petit peu plus loin sur la transparence. Elle pose la question de savoir si partager l'échelle salariale avec l'équipe, c'est une bonne pratique. Mais avant de partager l'échelle salariale, j'aimerais ça qu'on parle de partager le salaire sur l'offre d'emploi. Nous, on reçoit à cause de la plateforme d'offres d'emploi, on reçoit énormément de commentaires négatifs des gens lorsqu'ils voient des offres d'emploi et les conditions ne sont pas affichées sur l'offre d'emploi. Je veux vous entendre là-dessus, puis aussi sur l'idée du partage de l'échelle salariale. Ben, je pense qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles, mais c'était une loi aux États-Unis, c'est maintenant obligatoire en Colombie-Britannique, donc on s'en va vers ça. En ce moment, les organisations cheminent au niveau de la transparence. Nous, on aime parler d'un genre de continuum de transparence où, bon, il y a différentes étapes là, à travers lesquelles on peut se rendre, mais il y a définitivement une tendance vers davantage de transparence. C'est sûr qu'avant d'arriver là, tout à l'heure, je vous parlais de perception d'équité. Ben, c'est sûr que quand on n'a pas d'informations, quand les gens ne comprennent pas, ben, ils remplissent le vide avec tout et n'importe quoi. Donc, c'est sûr en communiquant ce que c'est réellement, ça vous aide à contrôler le message. Bon, après ça, c'est sûr qu'avant d'ouvrir la porte de votre garde-robe, assurez-vous que ce soit minimalement rangé et organisé. Mais définitivement, je pense que dans les années à venir, on va s'en aller vers davantage de transparence. C'est attendu, comme tu le dis, Stéphane, c'est attendu par les candidats, par les employés. Donc, je pense qu'il faut faire évoluer là, les philosophies, les cultures là, dans ce sens-là, dans les années à venir. Dans une perspective d'attraction de talent, c'est presque c'est un incontournable aujourd'hui. Donc, ça va vous éviter du magasinage de candidats. Vous allez sauver du temps ultimement. Donc, il faut le faire. Par contre, effectivement, je suis d'accord avec Caroline. Pour ce qui est de la transparence, de partager l'échelle salariale, ça peut être une bonne chose quand vous êtes confortable avec celle-ci. Une fois que vous l'avez établie et qu'elle a du vécu, vous savez que c'est solide, là, la partager, que ce soit clair pour tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de partager chaque personne, quelle progression elle a eu durant l'année. Donc là, ça regarde chaque individu. Donc, il y a toutes des nuances à travers tout ça. Mais c'est sûr que dans cette perspective-là, au moins en étant transparent, les gens savent à quoi s'en tenir. Puis, quand tu sais à quoi t'en tenir comme professionnel, tu peux te projeter encore pour les années à venir. Projeter pour des années à venir égale rétention de talent. Donc, je pense qu'il faut faire l'équation dans notre tête aussi de ce côté-là. Oui, puis publier quelque chose, ça implique qu'on a un outil d'échelle salariale. Déjà, juste en partant, ça fait déjà une première. C'est pas de l'improvisation. Et Stéphane, justement, dans ce sens-là, j'étais curieux. Moi, j'ai toujours entendu que les offres d'emploi pour lesquelles on publiait le salaire recevaient beaucoup plus de candidatures que celles où le salaire n'était pas diffusé. Des fois, même 2 à 3 fois plus de candidatures. Est-ce que c'est quelque chose que vous mesurez ou que vous voyez là, sur le site? On voit, c'est que les commentaires d'absence de candidature sont très souvent, premièrement, des gens qui n'ont pas publié le salaire. Ça, on voit vraiment, puis on tombe des fois à des deuxièmes, des trois, puis même des fois qu'on reçoit des offres avec un troisième affichage, puis le salaire n'est toujours pas indiqué. Et fait intéressant, très souvent, les offres qu'on a avec des salaires non indiqués, c'est souvent des offres avec des recruteurs. Ce n'est pas nécessairement les organismes qui les font eux-mêmes. Puis les pires de pires, c'est ceux dont les recruteurs ne mettent même pas le nom de l'organisme. Ils veulent que ça soit secret de pour quel organisme ils recrutent. Ça, c'est sûr que maintenant, là, tu t'identifies à la mission. Donc, ça, c'est certain que si vous avez ce réflexe-là, là, vous allez avoir un petit problème à moyen pas longtemps.
Ben écoutez, il est 10h30, tout le monde commence à quitter, je le comprends, tout le monde a des obligations, c'est vendredi. Je vous remercie beaucoup à vous deux, Mathieu, Caroline, très intéressant.